En 1945, Hans Kammler, l'un des hauts responsables les plus influents et redoutés de la SS, se trouvait pris dans une situation de plus en plus désespérée, alors que le Troisième Reich, qu'il avait servi avec une efficacité brutale, s'effondrait irrémédiablement autour de lui. En tant que SS Obergruppenführer, Kammler exerçait un pouvoir immense, supervisant la construction des camps de concentration et dirigeant le développement de systèmes d'armes avancés. En 1944, Heinrich Himmler, convaincu de l'importance stratégique du projet V2, persuada Adolf Hitler de placer ce projet sous le contrôle direct des SS. Le 8 août, Hans Kammler remplaça Walter Dornberger comme directeur du projet. Depuis le 31 janvier 1945, Kammler devint le chef de tous les projets de missiles. Sous sa direction, Kammler assuma également en partie la responsabilité de l'utilisation opérationnelle des missiles V2 contre les Alliés, jusqu'à ce que le front de guerre atteigne les frontières de l'Allemagne. En mars 1945, suivant partiellement les conseils de Joseph Goebbels, Hitler commença à dépouiller progressivement Hermann Göring de plusieurs pouvoirs liés au soutien aérien, à l'entretien et à l'approvisionnement, les transférant à Kammler. Cela culmina au début d'avril avec l'élévation de Kammler au poste de plénipotentiaire général du Führer pour les avions à réaction. À ce moment-là, Goebbels vociférait « La foi en la victoire finale est inébranlable et nous devons nous assurer que nos ressources les plus avancées soient entre les bonnes mains. » Le 1er avril 1945, Kammler ordonna l'évacuation de 500 techniciens de missiles vers les Alpes. Avec le dernier lancement d'un V2 sur le front occidental à la fin de mars, le 5 avril, Kammler fut assigné par l'Oberkommando der Wehrmacht pour commander la défense de la zone de Nordhausen. Cependant, au lieu de défendre les installations de missiles, il ordonna immédiatement la destruction de tout l'équipement spécial Wien sur le site de stockage de Syk. Kammler fut le dernier officier des SS à recevoir une promotion au rang de SS Obergruppenführer avec une date d'effet au 1er mars 1945. Dans ses propres mots, « En temps de désespoir, la loyauté et l'efficacité sont nos armes les plus précieuses. » Dans les derniers jours de la guerre, alors que les forces alliées approchaient de l'Allemagne, la trace de Kammler se refroidit soudainement. La dernière vision confirmée du général des SS fut le 17 avril 1945, moins de 3 semaines avant la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Depuis ce moment, le destin de Kammler s'est enveloppé de mystère, générant une multitude de théories et de spéculations qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Une théorie prévalente suggère que Kammler, confronté à une capture imminente et à la perspective d'être jugé pour ses crimes, choisit de se suicider. Ce scénario s'aligne avec les actions de nombreux hauts fonctionnaires nazis qui, réticents à faire face à la justice, optèrent pour le suicide dans les derniers jours du Reich. Cependant, l'absence de corps ou de toute preuve concrète de suicide a conduit certains historiens et chercheurs à proposer des possibilités plus intrigantes. Parmi elles, la théorie selon laquelle Kammler, profitant de sa connaissance de la technologie avancée nazie, fit un marché avec les forces américaines. Kammler, avec sa connaissance intime des programmes d'armement nazis, aurait-il pu être l'un de ceux à qui l'on a accordé une nouvelle vie en Amérique? Le 9 juillet 1945, la veuve de Hans Kammler demanda qu'il soit déclaré mort à partir du 9 mai 1945. Pour étayer sa demande, le chauffeur de Kammler, Kurt Pröck, déclara avoir vu le cadavre de Kammler et avoir été présent à son enterrement, le 9 mai 1945. Le tribunal de district de Berlin-Charlottenburg statua le 7 septembre 1948 que la mort de Kammler était officiellement établie au 9 mai 1945. Dans une déclaration sous serment ultérieure, le 16 octobre 1959, il fut indiqué que Kammler était mort environ le 10 mai 1945, bien que la cause exacte de sa mort ne soit pas connue. Le 7 septembre 1965, un autre témoin affirma que Kammler était mort le 7 mai 1945 et que son cadavre avait été vu par plusieurs personnes qui s'accordaient à dire que la cause de la mort était un empoisonnement au cyanure. La reddition du grand Obergruppenführer, la chute de Karl Wolff. Avec le déclenchement de la guerre, Wolff fut affecté au quartier général du Führer en qualité de Verbindungsoffizier der Waffen-SS. De nos jours,
Les fonctions réelles de Wolf au quartier général ont été largement débattues. Sa proximité avec Hitler ne lui permit pas seulement de gagner la confiance du Führer, mais aussi d'assumer le rôle influent de représentant des SS au sein du cercle le plus intime de Hitler. À un moment donné, Wolf, avec Heydrich, était considéré comme l'un des candidats les plus probables pour succéder à Himmler. Himmler, dans un ton familier, l'appelait souvent Wolfchen, un jeu de mots entre son nom de famille et le terme Wolfchen, qui signifie louveteau. SE's fonction au quartier général ne l'empêchait pas de continuer à correspondre quotidiennement avec l'état-major des SS à Berlin, ce qui rend ces allégations faites à la fin de la guerre, selon lesquelles il n'aurait pris connaissance des massacres de Juifs qu'à partir de l'année 1945, comme un simple argument défensif pour tenter d'échapper aux accusations des procureurs. En fait, sa position de premier plan dans le cercle de Hitler fut ce qui, en 1964, poussa le parquet de Munich à définir Wolf comme Himmlers Auge und Ohr, les yeux et les oreilles de Himmler, au quartier général. Si Wolf, en plus d'être le bras droit de Himmler, était l'un des amis proches d'Odilo Globoknik, l'organisateur du programme d'extermination Action Reinhard, il est évident qu'il ne pouvait avoir moins d'informations que ses membres des SS qui, occupant un rang beaucoup plus bas dans la hiérarchie nazie, connaissaient parfaitement les crimes qui se commettaient. Ici, au cœur du pouvoir, il put assister à tous les événements importants, ainsi qu'obtenir des informations de première main sur toutes les questions touchant au gouvernement, au parti, au SS et au cours de la guerre. De plus, il fut un visiteur assidu du Berghof à chaque fois que Hitler l'utilisait comme résidence temporaire. Le 13 mai 1945, l'armée américaine captura Wolf sous la fausse promesse qu'il lui permettrait de retrouver sa famille et le confina dans une prison près de Bolzano. Sans possibilité de contacter sa famille, le 21 août 1945, Wolf fut transféré à la prison pour criminels de guerre de Nuremberg, initialement comme accusé. Cependant, aucun des procureurs du tribunal international ne porta de charge contre lui, de sorte que Wolf comparut dans de nombreux procès uniquement comme témoin. En janvier 1948, les autorités d'occupation américaines le remirent aux Britanniques, qui l'emprisonnèrent à Minden, en Rhénanie. Soumis à un processus de dénazification en novembre 1948, un tribunal de Hambourg-Bergedorf le condamna à 5 ans de prison pour appartenance à une organisation criminelle et pour avoir eu connaissance de ses objectifs criminels. Sur les 5 ans de peine, 2 furent déduits pour son arrestation depuis mai 1945. Wolf fit appel de la sentence et en mars 1949, le tribunal de révision réduisit la peine initiale à 4 ans, considérée comme entièrement purgée. Après avoir retrouvé la liberté, il travailla dans le département de publicité d'un magazine et s'installa avec sa famille à Starnberg, en Bavière. À la suite de l'attention suscitée par le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, Wolf fit l'erreur de publier dans la presse plusieurs articles sur Heinrich Himmler, dans lesquels il affirma n'avoir pris connaissance des massacres de Juifs qu'à partir de mars 1945 et par des références de tierces personnes. En conséquence des déclarations de Wolf et des lettres de réponse que ces articles ont générées, la justice allemande commença à enquêter sur sa participation aux crimes nazis. Le 18 janvier 1962, un tribunal de Weilheim émit un mandat d'arrêt contre lui pour son implication dans l'assassinat de centaines de milliers de Juifs, découlant de ses conversations avec des représentants du Reichsverkehrsministerium pour résoudre la pénurie de wagons nécessaires au transport ferroviaire des Juifs vers les camps d'extermination. Le tribunal de Weilheim transmit l'affaire à un tribunal de Munich, où Wolf fut incarcéré à la prison de Munich-Stadlheim. Son défenseur fut Rudolf Aschenauer, un avocat ayant une grande expérience dans la défense des nazis accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le 30 septembre 1964, Wolf fut condamné à 15 ans de prison pour sa coopération dans le massacre de 300 000 Juifs. En octobre 1965, la Cour suprême fédérale rejeta son pourvoi en cassation, confirmant la sentence. En conséquence, Wolf fut transféré au centre pénitentiaire de Straubing, d'où il fut libéré fin août 1969 pour raisons médicales. Son rôle de dirigeant dans les SS et sa contribution pour empêcher l'enlèvement du pape Pie XII attirèrent l'attention du journaliste Gerd Heidemann, ancien rédacteur du magazine Stern.
Wolf devint conseiller de Heidemann, et ensemble, ils établirent un contact avec le collectionneur de militaria de Stuttgart, Konrad Kujau. Cela culmina avec l'épisode des journaux falsifiés d'Adolf Hitler que Stern publia le 25 mars 1983. Fin août 1984, le procès contre Kujau et Heidemann pour faux en écriture commença. Cependant, Wolf, cité comme témoin, ne put comparaître, car il était décédé le 15 juillet de cette année dans un hôpital de Rosenheim et fut enterré 6 jours plus tard au cimetière de Prien am Chiemsee, Bavière. Karl Wolf était connu dans son cercle familial sous le surnom affectueux de Karel, qu'il conserva jusqu'à sa mort. La mort de Wolf attira l'attention de plusieurs des principaux journaux allemands, qui le qualifièrent de l'une des figures les plus brillantes du régime national-socialiste. Klaus Sibyl écrivit une biographie sur lui, dans le prologue de laquelle il souligna que Wolf représentait l'archétype classique de la haute bourgeoisie allemande, dont de nombreux membres, malgré leur éducation supérieure, furent entraînés par le nazisme. Le destin des officiers SS, la chute de l'ordre noir. Alors que le destin de Hans Kammler reste entouré de mystères, les derniers moments du SS Obergruppenführer Walter Krüger dessinent un tableau clair de désespoir et de défaite. Né en 1890 à Strasbourg, alors partie de l'Empire allemand, la carrière militaire de Krüger s'étendit sur les 2 guerres mondiales, un témoignage de son engagement indéfectible envers l'expansionnisme allemand et par la suite les idéologies du Troisième Reich, le commandement de Krüger de la 2e division SS. Das Reich, en mars de 1943, le vit diriger des troupes lors de la bataille de Kursk, l'un des affrontements les plus grands et les plus sanglants du front de l'Est. Sa performance dans cette offensive ratée lui valut paradoxalement une reconnaissance accrue, avec l'octroi des feuilles de chêne à sa croix de chevalier le 31 août de 1943. À mesure que le cours de la guerre se retournait contre l'Allemagne, Krüger se retrouva dans des situations de plus en plus désespérées. En juillet de 1944, il fut nommé commandant général du 6e corps d'armée des SS, chargé de se défendre contre l'avancée soviétique implacable. Efforts dans les batailles de la Poche de Courlande, une série d'affrontements où les forces allemandes repoussèrent à plusieurs reprises les attaques soviétiques, lui valurent les épées à sa croix de chevalier le 11 janvier de 1945. L'impact psychologique de la défaite imminente pesait lourdement sur Krüger et ses collègues dirigeants des SS. Pour Walter Krüger, la fin arriva le 22 mai de 1945 dans la Poche de Courlande. Face à l'arrivée imminente des troupes soviétiques et à l'effondrement de la résistance organisée, Krüger prit la décision de se suicider plutôt que de faire face à la capture et à ses conséquences. Alors que certains généraux des SS disparurent dans le chaos post-guerre, d'autres firent face à un règlement de compte pour leurs crimes. Parmi eux se trouvait Friedrich Jeckeln, un homme dont le nom est devenu synonyme de certaines des exécutions de masse les plus horribles de l'Holocauste. Né en 1895 dans l'Empire allemand, le chemin de Jeckeln vers l'infamie commença avec son entrée dans le parti nazi en 1929. Son ascension à travers les rangs des SS fut rapide, alimentée par une efficacité impitoyable dans la persécution des ennemis du régime. Dans les annales sanglantes de l'Holocauste, peu de noms évoquent autant d'horreur que Babillard. Les 29 et 30 septembre de 1941, sous la direction méticuleuse de Jeckeln, plus de 33 000 Juifs furent systématiquement assassinés dans un ravin en dehors de Kiev. Le 27 janvier de 1942, Jeckeln reçut la croix du mérite de guerre avec épée pour avoir tué 25 000 Juifs à Rumbula sur les ordres du plus haut niveau. En février de 1945, désormais général der Waffen-SS und Polizei, il fut désigné pour commander les SS Freiwilligen Gebirgskorps et se servit également comme commandant des troupes de remplacement et commandant des SS et de la police dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'innovation de Jeckeln dans le meurtre de masse, le glaçant système Jeckeln ou empaquetage de sardines, témoignait de la nature froide et calculatrice de SS Crime. Cette méthode, employée pour la première fois lors du massacre de Rumbula en novembre de 1941, impliquait de forcer les victimes à s'allonger face contre terre dans des fosses communes, formant une grotesque moquette humaine
qui serait exécuté avec une précision mécanique. Sa capture par les forces soviétiques près de Halbe en mai de 1945 marqua le début de la fin pour cet architecte du génocide. Jugé à Riga, en Lettonie, en janvier de 1946, Jeckeln fit face à un règlement de compte pour ses crimes contre l'humanité. Le tribunal militaire soviétique, qui se réunit pour juger Jeckeln, fut une affaire austère, loin du faste des procès de Nuremberg. Cependant, c'est là que tout le poids des atrocités de Jeckeln fut révélé. Confronté à la montagne de preuves contre lui, Jeckeln fit une admission surprenante. « Je dois assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé aux frontières de l'Ostland, au sein des SS, du SD et de la Gestapo. Cela augmente beaucoup ma culpabilité. Mon destin est entre les mains de la haute cour, je ne demande que de prendre en compte les circonstances atténuantes. J'accepterai une sentence en plein repentir que je considérerai comme une punition méritée. » Le tribunal, ayant entendu des témoignages détaillant l'ampleur horrible des actions de Jeckeln, rendit son verdict rapidement. Friedrich Jeckeln, autrefois un redouté général des SS qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur des millions, fut condamné à affronter la corde du bourreau. Le 3 février de 1946, sur la place de la Victoire de Riga, la justice fut pleinement rendue sous les yeux du public. Devant une foule de 4000 spectateurs, Friedrich Jeckeln trouva sa fin à la potence. L'homme qui avait supervisé la mort d'innombrables innocents pendait maintenant sans vie, symbole sombre de la rétribution qui attendait les responsables des horreurs de l'Holocauste. À mesure que la poussière retombait sur les ruines du Troisième Reich, les enquêteurs alliés commencèrent la tâche monumentale de traduire les criminels de guerre nazis en justice. Le nom d'Otto Rasch monta rapidement au sommet de leur liste. Son rôle en tant que commandant de l'Einsatzgruppe C l'avait placé au centre de certaines des atrocités les plus horribles commises sur le front de l'Est. L'ampleur des crimes commis par l'Einsatzgruppe C sous le commandement de Rasch était accablante. Rien qu'en Ukraine, l'unité fut responsable de certaines des massacres les plus infâmes de l'Holocauste. Les champs de mort de Babi Yar se dressaient comme un témoignage sombre de l'efficacité de la machine à tuer de Rasch. Plus de 33 000 Juifs y furent systématiquement tués en septembre de 1941, leurs corps tombant dans le ravin qui deviendrait leur tombe sans marque. Les méthodes employées par Rasch étaient aussi brutales que méthodiques. Il supervisait personnellement les opérations pour assurer la plus grande efficacité dans la sombre tâche du meurtre de masse. Son unité utilisait une variété de techniques de meurtre, des fusillades publiques qui terrorisaient les populations locales à l'utilisation de camions à gaz, qui transformaient le simple fait de respirer en une sentence de mort. À mesure que les Alliés se préparaient à traduire en justice les architectes de l'Holocauste, Rasch semblait destiné à faire face à tout le poids de la justice internationale. Les preuves contre lui étaient accablantes, sa culpabilité apparemment indiscutable. Cependant, à mesure que son jour de règlement de comptes approchait, l'histoire de Rasch prit un tournant inattendu. À l'approche de CE, qui promettait d'être l'un des procès les plus significatifs des criminels de guerre nazis, la santé d'Otto Rasch commença à se détériorer rapidement. Alors que se déroulait le drame judiciaire à Nuremberg, Rasch était conspicuement absent du banc des accusés. SE's avocats présentèrent des preuves d'une maladie grave qui, selon eux, l'incapaciterait de subir son procès. Le tribunal, confronté à des témoignages médicaux attestant de la condition grave de Rasch, prit une décision qui resterait controversée pendant des années. En février de 1948, il fut déclaré inapte à être jugé en raison de la maladie de Parkinson, cause de son décès le 1er novembre de cette même année. Rasch parlait couramment l'anglais, le français et l'italien, en plus de son allemand natal. Odilo Globoknik, un destin de cyanure et de secret. L'ampleur des crimes de Globoknik était accablante. L'opération Reinhard, qu'il supervisa avec une efficacité impitoyable, résulta en l'assassinat d'environ 1,5 à 2 millions de Juifs. Les méthodes employées dans ces camps étaient conçues pour une efficacité maximale dans le meurtre, avec les victimes souvent envoyées dans les chambres à gaz quelques heures seulement après leur arrivée. La dévotion de Globoknik à cette tâche sombre lui valut les faveurs de Heinrich Himmler, qui le voyait comme un exécuteur loyal et efficace de la solution finale. La reddition allemande avait eu lieu près d'un mois auparavant. Les soldats et officiers nazis s'échappaient comme des rats à travers toute l'Europe.
Mais malgré l'immensité du continent, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où aller. Tout était famine et destruction. Une patrouille britannique découvrit des soldats nazis au pied des Alpes. Ils tentèrent de se faire passer pour des paysans, mais ne trompèrent personne. Déjà au quartier général, lors de l'interrogatoire, ils confessèrent qu'ils faisaient partie de l'armée vaincue, mais nièrent avoir occupé des postes importants. Pour gagner en crédibilité, le plus jeune donna une information à leur ravisseur. À l'endroit où ils avaient été trouvés, mais plus en altitude, plus profondément dans les montagnes, dans une cabane bien approvisionnée, ils pouvaient trouver quelques nazis éminents. Ils ne connaissaient pas leur identité, mais savaient qu'il s'agissait de personnes importantes en raison de la façon dont elles s'habillaient, des commodités dont elles disposaient malgré les circonstances, et parce que quelqu'un les avait envoyés leur apporter des vivres. Les Britanniques trouvèrent l'endroit sans problème et arrêtèrent 7 personnes. 6 étaient vêtus comme des officiers. La 7e se présenta comme un important commerçant allemand. Il portait une veste chaude, des pantalons en cuir, des bottes coûteuses. À leur arrivée au poste, les 6 autres furent mis en cellule, tandis que le commerçant fut autorisé à circuler librement, jusqu'à ce que quelqu'un pense le reconnaître. Ce n'était pas un homme d'affaires. Cet homme était un assassin. L'officier britannique, une fois que celui-ci passa devant lui, quand il lui tournait le dos, lui tendit un piège pour déterminer son identité. Avec un léger accent allemand et une voix de commandement, il cria « Globoxnik ». L'homme, petit et en surpoids, tourna la tête, répondant à l'appel. Dès qu'il se rendit compte de son acte presque réflexe, il tenta de continuer comme si de rien n'était. Le commandant anglais ordonna qu'il soit placé dans la cellule la plus sûre qu'ils avaient. Ils avaient mis la main sur le responsable des camps d'extermination nazis. Mais alors qu'il était conduit à sa détention, Odilo Globoknik, d'un mouvement rapide, mit quelque chose dans sa bouche et ferma violemment ses mâchoires, ses dents de ses mains. Il s'effondra presque immédiatement et se convulsa sur le sol. Sa peau devint violacée. Il avait mordu dans la capsule de cyanure. Quelqu'un le décrivit comme la personne la plus vile de l'organisation la plus vile qui ait jamais existé. Un être méprisable, avec une avidité unique pour tuer, un appétit meurtrier inépuisable. Odilo Globoknik se vantait d'être le nazi ayant éliminé le plus de juifs. C'est lui qui se chargea de la construction et du fonctionnement des camps d'extermination. De Belzec, Sobibor et Treblinka. Globoknik était un corrompu qui avait été écarté de ses fonctions, mais son audace, son absence de limite et sa proximité avec Himmler lui avaient redonné du pouvoir. Et il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour ne pas le perdre. Quand on lui donna l'ordre de créer ces camps, il parla à ses hommes. « Le Reichsführer de la SS vient de nous confier une nouvelle tâche. Je me sens si reconnaissant que vous pouvez être sûr que ses désirs seront réalisés immédiatement. » C'est lui qui coordonna et supervisa la construction des camps d'extermination. Belzec n'avait pas de four crématoire, mais il avait des chambres à gaz. La méthode que Globoknik choisit était celle du dioxyde de carbone. Ces hommes tuaient des milliers de juifs polonais et russes par heure. Après quelques mois de fonctionnement, il donna l'ordre de construire de nouvelles chambres à gaz pouvant accueillir 2000 personnes chacune. On estime qu'à Belzec, seulement 600 000 juifs furent assassinés. Odilo Globoknik fut enterré, sans cérémonie, dans un terrain vague, de l'autre côté des murs de l'église. La chute du boucher, la fin brutale de Dirlewanger. Né en 1895 à Würzburg, le chemin de Dirlewanger vers l'infamie a commencé bien avant l'ascension du Troisième Reich. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il est sorti de ce conflit en tant que lieutenant décoré, sa poitrine ornée des 2 classes de la Croix de Fer. Mais sous l'apparence de l'honneur militaire se cachait un individu profondément perturbé, décrit par ses contemporains comme un fanatique violent et alcoolique mentalement instable. Dans les années tumultueuses qui ont suivi la défaite de l'Allemagne, Dirlewanger trouva un but dans les rangs des Freikorps, groupe paramilitaire de droite préfigurant la brutalité à venir. Sa descente dans la dépravation s'accéléra en 1934 lorsqu'il fut condamné pour avoir violé une fillette de 13 ans de la Ligue des jeunes filles allemandes. Cet acte atroce lui coûta son doctorat, son adhésion au parti nazi et sa liberté pendant 2 ans. Cependant, l'appétit insatiable du régime nazi pour la violence offrit à Dirlewanger une chance de rédemption. En 1940,
Il fut admis dans les SS et reçut le commandement d'une unité spéciale qui deviendrait infâme sous le nom de Brigade Dirlewanger. Initialement composée de braconniers condamnés, cette unité évolua pour devenir une collection de criminels endurcis et sadiques, déchaînés en Europe de l'Est avec des effets dévastateurs. Les atrocités commises par Dirlewanger et SS hommes en Pologne et en Biélorussie défient l'entendement. En Biélorussie, ils employaient une tactique particulièrement effroyable, entassant des civils dans des granges avant d'y mettre le feu. Pendant l'insurrection de Varsovie, les actions de la brigade atteignirent de nouveaux sommets de barbarie. Les hôpitaux furent incendiés avec les patients encore à l'intérieur, tandis que les infirmières et les médecins subissaient des tourments indicibles avant d'être exécutés. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, Dirlewanger, comme beaucoup de ses camarades officiers des SS, tenta de disparaître dans le chaos de la défaite. Le 1er juin 1945, sa chance s'épuisait. Malgré son déguisement en civil et l'adoption d'une fausse identité, il fut reconnu par un ancien prisonnier d'un camp de concentration et immédiatement arrêté. Le témoignage du lieutenant de la Luftwaffe Anton Füssing, qui partageait une cellule avec Dirlewanger, offre une vision choquante de la dernière épreuve de l'officier SS. Füssing raconta avoir vu des plaies ouvertes saignant sur le visage de Dirlewanger et tout son corps couvert de zébrures sanglantes. Chaque nuit, Dirlewanger était traîné hors de sa cellule pour affronter la colère de ses geôliers, ses cris agonisants résonnant dans les couloirs de la prison. Le 7 juin 1945, à peine 6 jours après sa capture, le règne de terreur d'Oskar Dirlewanger prit une fin ignominieuse. La cause officielle de la mort fut enregistrée comme une crise cardiaque, mais la vérité était bien plus brutale. Battu sans relâche par les gardes polonais cherchant vengeance pour leurs camarades tombés, le corps meurtri de Dirlewanger succomba finalement aux abus. Dans la mort comme dans la vie, Dirlewanger resta une figure de controverse et de sombres spéculations. Pendant des années, des rumeurs persistèrent, selon lesquelles il aurait survécu et trouvé refuge en Égypte, servant dans l'armée de ce pays. Ces murmures d'évasion ne furent réduits au silence qu'en 1960, lorsque ses restes furent exhumés et identifiés positivement, confirmant une fois pour toutes que le redouté officier SS avait trouvé sa fin dans cette prison polonaise. Richard Glücks, l'architecte sinistre des camps de concentration. Parmi ces architectes de l'horreur, peu projettent une ombre plus longue que Richard Glücks, l'homme qui supervisa le vaste réseau de camps de concentration devenu synonyme de l'Holocauste. Né en 1889 à Odenkirchen, en Allemagne, le voyage de Glücks vers le cœur du mal nazi commença avec son adhésion au parti en 1930 et au SS 2 ans plus tard. En 1936, il avait accédé à une position de pouvoir et de responsabilité immense, devenant chef de cabinet de Theodor Eicke, l'inspecteur des camps de concentration. Le 18 novembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Glücks prit la place de son mentor, succédant à Eicke comme inspecteur des camps de concentration. Cette ascension le propulsa à une position où ses décisions impacteraient directement les vies et les morts de millions de personnes. Sous son regard attentif, le système des camps de concentration se développa rapidement. L'ascension de Glücks dans les rangs des SS fut fulgurante. En 1941, il atteignit le rang de SS Brigadeführer et 2 ans plus tard, il fut promu SS Gruppenführer et général-lieutenant des Waffen-SS. À mesure que la guerre avançait, Glücks s'impliqua de plus en plus dans la mise en œuvre de la solution finale, travaillant étroitement avec Oswald Pohl pour orchestrer l'assassinat de masse des Juifs européens. Sa participation à une réunion de planification avec Heinrich Himmler en juillet 1942 sur le thème des expériences médicales sur les prisonniers des camps révèle la profondeur de son implication dans les crimes les plus atroces du régime. Il recevait régulièrement des mises à jour du commandant du camp Rudolf Höss, s'assurant d'être pleinement conscient des assassinats de masse et des autres pratiques horribles perpétrées sous son autorité. C'est Glücks qui proposa Auschwitz comme site approprié pour un nouveau camp de concentration à Himmler et Reinhard Heydrich le 21 février 1940, mettant en route la création de ce qui deviendrait le camp d'extermination le plus infâme de l'histoire. Dans un mémo daté du 28 décembre 1942,
Il ordonna aux médecins des camps de faire tout ce qui est possible avec tous les moyens à leur disposition pour réduire considérablement le taux de mortalité dans les divers camps. Cette directive, loin d'être un geste humanitaire, visait à assurer un approvisionnement constant en main-d'œuvre esclave pour la machine de guerre nazie. À mesure que le Troisième Reich s'effondrait face aux avancées alliées, Glücks, comme beaucoup de ses camarades officiers des SS, tenta d'échapper à la justice. La destruction des bâtiments du SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt à Oranienburg, le 16 avril 1945, marqua le début de la fin. Glücks et son épouse fuirent d'abord à Born, puis à Flensburg, cherchant désespérément à échapper au jugement qui les attendait. Le 10 mai 1945, à peine 2 jours après la reddition inconditionnelle de l'Allemagne, le règne de terreur de Richard Glücks prit une fin abrupte. À la base navale de Murwick à Flensburg-Murwick, selon les rapports, il avala une capsule de cyanure, choisissant le suicide plutôt que de faire face à la justice pour ses crimes. Sa mort, comme celle de nombreux hauts dirigeants nazis, fut un acte final de lâcheté, niant à ses innombrables victimes la possibilité de le voir répondre de ses actes. Otto Ollendorff, la longue attente de la justice. Alors que certains généraux des SS ont rapidement fait face à leur destin dans la période chaotique suivant la Seconde Guerre mondiale, d'autres ont dû affronter une justice prolongée. Parmi eux se trouvait Otto Ollendorff, un homme dont les actions pendant la guerre le hanteraient pendant des années après la défaite de l'Allemagne. En tant que commandant de l'Einsatzgruppe D, Ollendorff supervisa une campagne de meurtre de masse qui laissa des dizaines de milliers de morts dans le sud de l'Ukraine et en Crimée. Son destin deviendrait un témoignage des rouages lents et minutieux de la justice d'après-guerre. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 poussa Ollendorff à un rôle qui définirait son héritage de brutalité. Nommé commandant de l'Einsatzgruppe D, il dirigea l'un des 4 escadrons de la mort mobile chargés d'exterminer les Juifs, les Roms et les commissaires politiques soviétiques dans le sillage de l'avance de l'armée allemande. Sous le commandement d'Ollendorff, l'Einsatzgruppe D opéra dans le sud de l'Ukraine et en Crimée, laissant derrière lui des fosses communes et des communautés détruites. Les méthodes employées par Ollendorff et ses hommes étaient aussi efficaces qu'horribles. Les victimes étaient rassemblées sous le prétexte de réinstallation, dépouillées de leurs biens et transportées vers des sites d'exécution. Là, elles faisaient face à la mort aux mains de plusieurs tireurs, une technique qu'Ollendorff avait mise en place pour diluer la responsabilité personnelle de ses bourreaux. Lorsque Himmler ordonna plus tard l'utilisation de camions à gaz pour tuer les femmes et les enfants, Ollendorff obéit, bien que certains de ses hommes préféraient les fusillades, trouvant la tâche de décharger les corps des camions psychologiquement angoissante. Les justifications d'Ollendorff pour ces actions révélèrent la profondeur de la perversion morale de l'idéologie nazie. Il argumenta que tuer les enfants était nécessaire, car ils deviendraient des adultes susceptibles de représenter une menace pour le Reich. Cette logique effrayante soutenait le meurtre systématique de communautés entières, avec l'Einsatzgruppe D rapportant l'assassinat de 90 000 personnes, principalement des Juifs, entre juin 1941 et juin 1942. À mesure que la marée de la guerre tournait contre l'Allemagne, Ollendorff retourna au ministère de l'économie du Reich, espérant peut-être se distancer des horreurs qu'il avait supervisées. Mais l'effondrement du régime nazi en mai 1945 mit rapidement fin à toute illusion d'échapper à la justice. Arrêté aux côtés d'Heinrich Himmler, Ollendorff se retrouva face à des interrogatoires intensifs, au cours desquels il révéla la nature criminelle de la campagne allemande à l'Est. Le procès des Einsatzgruppen, qui commença le 29 septembre 1947, amena Ollendorff à affronter les conséquences de ses actions. En tant que principal accusé, il ne montra aucun remords, justifiant les meurtres comme nécessaires pour assurer le Lebensraum pour le Reich allemand. Son aveu d'avoir des scrupules moraux en exécutant les ordres, ainsi que son insistance sur le fait qu'il était impensable pour un chef subordonné de désobéir aux ordres de l'État, peignait le portrait d'un homme pris entre la conscience et l'idéologie, choisissant finalement cette dernière. Le 10 avril 1948, le verdict fut rendu. Ollendorff fut reconnu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'appartenance à des organisations criminelles. La sentence fut la mort,
Mais l'exécution de ce jugement ne fut pas rapide. Pendant 3 ans, Ollendorff languit en détention, sa vie suspendue à un fil alors que les appels et les manœuvres légales se déroulaient. La longue attente de justice se termina finalement le 7 juin 1951. À l'âge de 44 ans, Otto Ollendorff fut exécuté par pendaison. Même dans ses derniers moments, il maintint qu'il avait agi correctement et qu'il n'avait rien fait de mal. Un témoignage effrayant du pouvoir durable de l'endoctrinement nazi. Ernst Kaltenbrunner, le plus haut officier des SS jugé à Nuremberg. En 1942, après l'assassinat de Reinhard Heydrich, il fut nommé chef du SD, prenant le contrôle de la Gestapo et du système des camps de concentration. En janvier 1943, Himmler lui confia la direction du Reichssicherheitshauptamt, devenant ainsi le bras droit du chef des SS. Il fut promu Obergruppenführer et général-major de la police, fonction qu'il occupa jusqu'à la fin de la guerre. Bien qu'il ne fût pas aussi astucieux et intelligent qu'Heydrich, il se distinguait par son travail acharné, tenace et incisif. À l'automne de cette année-là, il organisa l'opération Long Jump, dont l'objectif était d'assassiner les leaders alliés lors de la conférence de Téhéran. Cependant, l'opération échoua car le plan fut découvert par les services de renseignement soviétiques. En tant que principal responsable de la sécurité du Reich, il dirigea personnellement les enquêtes et les persécutions après l'attentat manqué contre Hitler en 1944. Il organisa des groupes d'officiers de son département, supervisa des milliers d'interrogatoires et de rapports, et administra la vengeance politique de Hitler. Il supervisa également les tribunaux populaires dirigés par Roland Freisler. Ses actions lui valurent la reconnaissance personnelle et l'appréciation de Hitler, lui donnant un accès direct à ce dernier, sans passer par Martin Bormann. Il commença même à se murmurer que Himmler lui-même le craignait, car sa figure intimidante, avec des cicatrices sur le visage et un tempérament volatile, en faisait l'un des personnages les plus redoutés du régime. En décembre 1944, il reçut la croix de chevalier de la Croix du Mérite avec épée, en récompense de ses services au Reich, et fut promu général des Waffen-SS. Le 18 avril 1945, Himmler le nomma commandant en chef des forces allemandes dans le sud de l'Europe, un poste symbolique en raison de la débâcle militaire. À la fin avril, comprenant que l'Allemagne avait perdu la guerre, il quitta la capitale du Reich avec 2 assistants. Il se dirigea vers le Tyrol autrichien et s'installa à Altaussee, un endroit qu'il connaissait pour y avoir passé des vacances. Il tenta de négocier une reddition de l'Autriche avec les Alliés, sans succès. Se faisant passer pour un médecin avec de faux papiers, il fut arrêté par une patrouille américaine le 12 mai. Il fut reconnu lorsque sa maîtresse, l'attendant, l'appela par son nom. Il fut mis à la disposition du tribunal international de Nuremberg, accusé de crimes contre la paix, contre l'humanité et de crimes de guerre. Un prisonnier espagnol du camp de Mauthausen témoigna contre lui, apportant des photographies d'une visite au camp avec Himmler et d'autres officiers. Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz, témoigna également. Pendant les premières sessions du procès, il souffrit d'épisodes d'hémorragie sous-arachnoïdienne et fut hospitalisé. Son avocat, Kurt Kaufmann, demanda son acquittement pour raison de santé. Mais les médecins légistes informèrent que son état commençait à s'améliorer, de sorte que le tribunal rejeta la demande. Dans sa défense, il allégua que son rôle de chef du Reichssicherheitshauptamt n'était que nominal et qu'il n'était engagé que dans des affaires d'espionnage et de renseignement, niant toute connaissance des plans de Hitler concernant la guerre et la solution finale. Il affirma que Himmler était le véritable responsable des atrocités commises. Le 30 septembre 1946, le tribunal le déclara non coupable de crimes contre la paix, mais coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le 1er octobre, il fut condamné à la pendaison, et la sentence fut exécutée à 1h36. SE's dernières paroles furent « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie de tout mon cœur. J'ai accompli mon devoir selon les lois de mon peuple, et je pense que cette fois-ci, mon peuple a été conduit par des hommes qui n'étaient pas des soldats, et que des crimes ont été commis dont je n'avais pas connaissance. Allemagne, bonne chance. » En 2001, son sceau personnel fut retrouvé dans un lac alpin de Styrie, Autriche, 56 ans après qu'il l'eut jeté pour dissimuler son identité.
Il fut récupéré par un touriste hollandais en vacances sur les lieux. Le sceau portait les mots gravés « Chef dem Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst ». Paul Blobel, l'homme derrière les moulins à os. Dans les annales sanglantes du Troisième Reich, peu de figures ont incarné l'efficacité froide des politiques d'extermination nazies comme Paul Blobel. En tant que commandant du Sonderkommando 4A, une sous-unité de l'Einsatzgruppe C, Blobel supervisa certains des massacres les plus notoires sur le front de l'Est. Les champs de la mort de Babi Yar se dressaient comme un sombre témoignage de son efficacité impitoyable, avec plus de 33 000 Juifs assassinés en seulement 2 jours sous sa direction. Mais c'est le rôle de Blobel dans l'action 10.005 qui le distingua vraiment dans le panthéon des criminels de guerre nazis. Alors que le Reich commençait à s'effondrer sous le poids des avancées alliées, Heinrich Himmler chargea Blobel d'une mission impossible: effacer toutes les traces des meurtres de masse perpétrés par les Einsatzgruppen. Cette opération secrète, qui commença en 1942, vit Blobel superviser l'exhumation et la crémation de centaines de milliers de corps dans des fosses communes à travers toute l'Europe de l'Est. Les méthodes employées dans l'action 10.005 étaient aussi macabres que méthodiques. Sous la direction de Blobel, des unités spéciales connues sous le nom de Commandos Blobel utilisèrent des grilles géantes faites de rails de chemin de fer pour brûler les corps exhumés des fosses communes. Les cendres étaient ensuite moulues dans des moulins à os pour cacher encore plus les preuves des atrocités nazies. Ce processus macabre, mené dans le plus grand secret, était une tentative désespérée de dissimuler l'ampleur de l'Holocauste aux Alliés en avance et aux générations futures. Alors que le Troisième Reich s'effondrait en mai 1945, Blobel, comme beaucoup de SE camarades des SS, tenta d'échapper à la justice en se fondant dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre. Cependant, sa liberté fut de courte durée. Les forces alliées, armées de preuves de SE crimes, atteignirent bientôt l'homme derrière les moulins à os. La capture de Blobel marqua le début d'un processus légal qui exposerait au monde l'horreur complète de ses actions. Sur le banc des accusés à Nuremberg, Blobel se tint aux côtés d'autres hauts officiers des SS lors du procès des Einsatzgruppen. Les preuves présentées contre lui étaient accablantes, dépeignant l'image d'un homme ayant orchestré des meurtres de masse avec une froide efficacité bureaucratique. Les témoins relatèrent les scènes horribles à Babi Yar et d'autres sites d'assassinat, tandis que les documents détaillaient l'étendue du sombre travail de l'action 10.005. Face à la montagne de preuves contre lui, les tentatives de déviation de Blobel s'effondrèrent. Dans une admission claire qui révéla l'ampleur de SES Crime, il déclara « Je dois assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à l'intérieur des frontières de l'Ostland, au sein des SS, du SD et de la Gestapo. Cela augmente considérablement ma culpabilité. » Cette reconnaissance, cependant, ne fit que peu pour atténuer la sévérité de SS actions aux yeux du tribunal. Le 10 avril 1948, le verdict fut rendu. Paul Blobel, l'homme qui avait cherché à effacer les preuves des atrocités nazies, fut déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La sentence fut la mort par pendaison, un destin qui l'attendait aux côtés d'autres architectes de l'Holocauste. Pendant 3 ans, Blobel languit en prison, tandis que les appels et les manœuvres légales se déroulaient. Finalement, le 7 juin 1951, il affronta ses derniers moments dans la prison de Landsberg. Devant la potence, Blobel resta impénitent, ses derniers mots étant une réflexion glaçante de l'idéologie qu'il avait servi jusqu'à la fin. « Je meurs dans la foi de mon peuple, que le peuple allemand soit conscient de ses ennemis. » Avec ces mots, Paul Blobel, l'homme derrière les moulins à os, trouva sa fin. Hans-Adolf Prützmann, suicide avant la capture. À l'approche de la fin de la guerre, Heinrich Himmler nomma Prützmann plénipotentiaire général pour une sombre opération connue sous le nom de Werwolf. Cette initiative clandestine visait à créer une force de résistance qui continuerait à combattre derrière les lignes ennemies, même lorsque l'Allemagne ferait face à une défaite imminente. Prützmann se lança dans ce rôle avec la ferveur d'un véritable croyant. Il supervisa la formation de petits groupes de partisans nazis fanatiques, les préparant à mener une campagne de terreur et de perturbation contre les forces alliées en progression. Cependant, la grande vision d'une campagne de guérilla généralisée s'effondra rapidement face à la réalité.
La rapide avancée des forces alliées, ainsi que l'épuisement et la démoralisation de la population allemande, signifiaient que l'opération Werwolf était condamnée dès le départ. À mesure que la défaite de l'Allemagne devenait inévitable, Prützmann se retrouva à se replier vers l'ouest avec les restes de la puissante Wehrmacht. L'homme qui avait autrefois exercé un pouvoir considérable au sein de la hiérarchie des SS faisait maintenant face à la perspective de la capture et du jugement pour ses actions pendant la guerre. La crainte de la rétribution alliée planait sur les esprits de nombreux hauts responsables nazis, et Prützmann n'était pas une exception. Les circonstances exactes de la capture de Prützmann restent incertaines. Ce que l'on sait, c'est que le 21 mai 1945, à peine quelques semaines après la reddition inconditionnelle de l'Allemagne, la fuite de Prützmann prit une fin abrupte. Acculé par les forces alliées, l'architecte de la faillie opération Werwolf fit face à un moment de vérité. Plutôt que de se rendre et d'affronter un procès pour ses crimes, Prützmann prit une décision fatale. Dans un dernier acte de défi, Hans Adolf Prützmann choisit de mettre fin à ses jours. Le suicide de Prützmann eut des implications significatives pour la recherche de la justice après la guerre. Sa mort signifia que des informations précieuses sur le fonctionnement interne des SS et l'opération Werwolf manquée ne seraient jamais révélées. Leonardo Conti, la fin du ministre de la Santé nazie. En tant que chef de la santé du Reich, Conti exerça une influence considérable sur les politiques de santé du Troisième Reich, utilisant sa position pour mettre en œuvre certaines des pratiques les plus abominables du régime. Son implication dans le notoire programme Action T4 le plaça au centre de la campagne d'euthanasie nazie, un effort systématique pour exterminer ceux considérés comme indignes de vivre en raison de handicaps mentaux ou physiques. Sous la supervision de Conti, le programme d'euthanasie passa d'un concept théorique à une réalité horrifiante. Les hôpitaux et centres de soins, autrefois lieux de guérison et de compassion, devinrent des sites de meurtre de masse. La planification méticuleuse et l'administration de Conti assurèrent le fonctionnement fluide de cette machine de mort, avec des milliers d'individus vulnérables tombant victimes du concept perverti d'hygiène raciale des nazis. Les méthodes employées dans le programme d'euthanasie étaient aussi diverses qu'horribles. La famine, l'injection létale et les chambres à gaz firent partie de l'arsenal de meurtre, avec Conti supervisant le développement et la mise en œuvre de CS techniques d'extermination. Son approche froide et bureaucratique du meurtre de masse exemplifia la banalité du mal qui caractérisa une grande partie du leadership nazi. À mesure que les forces alliées se rapprochaient de Berlin dans les derniers jours de la guerre, Conti, comme beaucoup de ses compatriotes nazis, fit face à la dure réalité de la défaite imminente. L'homme qui avait autrefois détenu le pouvoir de vie et de mort sur d'innombrables individus se retrouvait maintenant à la merci de ceux qui cherchaient justice pour ses crimes. Arrêté par les autorités alliées, Conti fut jeté dans un monde très éloigné des couloirs du pouvoir qu'il avait autrefois parcouru avec impunité. Les murs de sa cellule de prison devaient sembler très éloignés des bureaux opulents où il avait émis des ordres condamnant à mort des milliers de personnes. En attendant son procès, Conti a sûrement réfléchi au poids de ses actions et à la probabilité de faire face à une punition sévère pour son rôle dans les atrocités du régime nazi. La perspective de se tenir devant un tribunal international, obligé de rendre compte de sa participation à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, planait sur lui. Le 6 octobre 1945, dans sa cellule à Nuremberg, l'ex-chef de la santé du Reich se pendit, utilisant les mêmes compétences qu'il avait autrefois employées pour ôter la vie à d'autres. August Zehnder, le destin oublié du Brigadeführer des Waffen-SS. Dans la vaste hiérarchie des SS, Zehnder s'est taillé une position d'influence significative. En tant que SS-Brigadeführer et général-major des Waffen-SS, il se trouvait parmi les hautes sphères des partisans les plus fanatiques de Hitler. Son service pendant la guerre l'a vu prendre le commandement de la division SS Wiking, une unité composée de volontaires de plusieurs pays, attirés par la cause nazie grâce à des promesses d'aventure et de ferveur idéologique. Le leadership de Zehnder pendant la guerre lui valut des éloges au sein du régime nazi, y compris la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne. Cette prestigieuse décoration, accordée pour une bravoure extrême sur le champ de bataille ou un leadership militaire réussi, marqua Zehnder comme un homme de valeur particulière pour le Troisième Reich.
Alors que le Reich s'effondrait au printemps de 1945, Zehnder, comme beaucoup de ses camarades des SS, se retrouva pris dans le chaos de la défaite. L'autrefois redouté général des SS faisait maintenant face à un choix difficile. Se rendre aux Alliés et risquer un procès pour crimes de guerre, ou tenter d'éviter la capture et se fondre dans les ruines de l'Europe d'après-guerre. Pendant un temps, Zehnder choisit la seconde option, rejoignant les rangs des anciens fonctionnaires nazis qui cherchaient désespérément à échapper à la justice. Finalement, la quête de liberté de Zehnder se révéla vaine. Les autorités alliées, armées de listes d'officiers SS recherchés et aidés par un réseau d'informateurs, finirent par retrouver l'ancien général des SS. Les circonstances de sa capture, comme une grande partie de ses activités d'après-guerre, restent obscures, perdues dans le chaos du conflit le plus dévastateur de l'Europe. Après son arrestation, Zehnder se retrouva interné aux côtés d'innombrables autres anciens fonctionnaires nazis et officiers militaires. Les puissances alliées, confrontées à la tâche monumentale de traduire les criminels de guerre nazis en justice, établirent un vaste réseau de camps d'internement pour héberger ceux soupçonnés de complicité dans les crimes du régime. Ce fut dans l'un de ces camps que Zehnder passa les années immédiates après la guerre, son destin suspendu alors que les enquêteurs examinaient la montagne de preuves contre les anciens dirigeants nazis. Cependant, malgré son rang élevé au sein des SS et son commandement d'une division des Waffen-SS, le destin final de Zehnder demeure quelque peu mystérieux. Contrairement à des figures telles qu'Ernst Kaltenbrunner ou Rudolf Höss, dont les procès et exécutions sont devenus emblématiques du processus de Nuremberg, Zehnder semble s'être glissé à travers les mailles de la justice d'après-guerre. Peut-être que le facteur le plus significatif dans la disparition de Zehnder des archives historiques fut l'ampleur même de la tâche à laquelle les procureurs alliés étaient confrontés. Avec des milliers d'anciens fonctionnaires nazis en détention et des ressources limitées pour tous les juger, des priorités durent être établies. Les figures de premier plan et ceux directement impliqués dans les pires atrocités de l'Holocauste furent naturellement prioritaires. Zehnder, malgré son rang élevé, put avoir été considéré comme une priorité moindre face à des SIA plus urgents. De plus, la nature spécifique des activités de Zehnder pendant la guerre put jouer un rôle dans son destin moins connu. Bien que le commandement d'une division des Waffen-SS l'impliquait certainement dans les crimes plus larges du régime nazi, les preuves directes le liant à des atrocités spécifiques purent être plus difficiles à obtenir. La trahison d'Arthur Nebe, le coup de poignard des SS à Hitler. Alors que certains généraux des SS échappaient à la justice par des disparitions mystérieuses ou des suicides, d'autres connaissaient un destin plus complexe. Parmi eux se trouvait Arthur Nebe, un homme dont le parcours de collaborateur national-socialiste à membre de la résistance se termina finalement par une exécution épouvantable qui incarna la brutalité même dans ses derniers jours. En tant que chef de la Kripo, la police criminelle d'Allemagne, il exerçait un pouvoir considérable au sein de l'appareil de contrôle du Troisième Reich. En 1939, Nebe proposa d'envoyer les Sinti et les Roms de Berlin dans les réserves prévues pour les Juifs à l'Est. L'invasion de l'Union soviétique en 1941 vit Nebe assumer un rôle encore plus sinistre. En tant que commandant de l'Einsatzgruppe B, il supervisa des exécutions de masse qui firent des milliers de victimes. Près de Minsk, son unité mena des assassinats systématiques, Nebe déclarant que 500 Juifs étaient fusillés quotidiennement à Vilna. L'ampleur des atrocités sous son commandement était accablante, avec l'Einsatzgruppe B rapportant l'assassinat de plus de 45 000 personnes jusqu'au 14 novembre 1941. Cependant, à mesure que la guerre tournait contre l'Allemagne, les loyautés de Nebe commencèrent à changer. Dans un revirement qui met en lumière les complexités morales de l'ère nazie, il s'impliqua dans le complot du 20 juillet pour assassiner Hitler en 1944. Cette conspiration, qui rassembla un groupe diversifié de dirigeants militaires et civils allemands, avait pour but de renverser le régime nazi et de négocier la paix avec les Alliés. Le rôle de Nebe dans le complot était de diriger une équipe chargée de tuer Heinrich Himmler, l'une des figures les plus puissantes et redoutées de la hiérarchie nazie. L'échec de la tentative d'assassinat de Hitler déclencha une chaîne d'événements qui scellerait le destin de Nebe. Alors que la rétribution du régime se répandait à travers l'Allemagne, Nebe fut contraint de se cacher
essayant désespérément d'éviter la capture par le même système qui l'avait autrefois servi. Pendant des mois, Nebe réussit à rester un pas devant 16 poursuivants. Cependant, en janvier 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous le poids des avancées alliées, la chance de Nebe s'épuisait. Trahi par un ami, il tomba entre les mains de ceux qui cherchaient à se venger de la tentative de coup d'État avortée. Le tribunal du peuple, présidé par le tristement célèbre Roland Freisler, ne perdit pas de temps pour condamner Nebe à mort. Le 2 mars 1945, alors que Berlin était sous des bombardements alliés constants et que les forces soviétiques se rapprochaient, Nebe fut condamné à mourir pour sa participation au complot contre Hitler. La manière de l'exécution de Nebe refléta la vengeance d'un régime à l'agonie. Le 21 mars 1945, dans la prison de Plötzensee à Berlin, Arthur Nebe connut une fin épouvantable. Suivant les ordres spécifiques de Hitler selon lesquels les coupables devaient être pendus comme du bétail, Nebe fut exécuté en étant suspendu à un crochet de boucher, une méthode conçue pour prolonger la souffrance et humilier le condamné. Cette méthode brutale d'exécution, normalement réservée aux criminels ordinaires, était un acte final de vengeance contre ceux qui avaient défié l'autorité de Hitler. L'utilisation de crochets de boucher pour suspendre les conspirateurs était une dégradation délibérée, les dépouillant de leur dignité même dans la mort. Karl Hermann Frank, le destin final de son exécution publique à Prague. Après l'assassinat de Reinhard Heydrich, Frank déclencha une tempête de vengeance sur le peuple tchèque. Sous son commandement, les forces des SS et la police descendirent sur le village de Lidis, le transformant en un enfer de mort et de destruction. La brutalité de l'opération fut stupéfiante. Tous les hommes de plus de 15 ans furent exécutés sur le champ. Les femmes, envoyées dans des camps de concentration et la plupart des enfants tués ou envoyés pour leur germanisation. À mesure que les forces alliées se rapprochaient du régime nazi en déroute, Frank se retrouva pris dans un piège de sa propre création. Sa capture marqua le début d'un processus judiciaire qui exposerait au monde l'ampleur de ses actions. L'homme qui avait autrefois exercé un immense pouvoir en tant que leader de plus haut rang des SS dans le protectorat de Bohême et Moravie était maintenant impuissant devant un tribunal tchécoslovaque. Face à la montagne de preuves contre lui, les tentatives de Frank de détourner la responsabilité s'effondrèrent. Dans une admission claire révélant l'ampleur de ses crimes, il déclara « Je dois assumer la pleine responsabilité de ce qui s'est passé dans les frontières de l'Ostland, au sein des SS, du SD et de la Gestapo. Cela augmente considérablement ma culpabilité. » Cette reconnaissance, cependant, fit peu pour atténuer la gravité de ses actions aux yeux du tribunal. Le verdict, lorsqu'il arriva, ne surprit personne. Karl Hermann Frank fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La sentence fut la mort, un destin qui l'attendait dans la même ville qu'il avait autrefois gouvernée d'une main de fer. Le 22 mai 1946, Karl Hermann Frank trouva sa fin lors d'une exécution publique à Prague. La décision de mener à bien la sentence en public était délibérée, destinée à servir de moment cathartique pour une nation qui avait énormément souffert sous l'occupation nazie. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour assister au dernier moment de l'homme qui avait apporté tant de souffrance à leur terre. Tombé dans l'ombre, l'héritage sombre des généraux des Waffen-SS. Pour 1945, même le vieux soldat Dietrich avait commencé à se lasser du leadership de Hitler. Il avait tout donné dans la lutte avec des ressources en diminution et fut contraint de se retirer près de Vienne, ce qui a conduit à l'ordre de ces hommes de retirer les titres de manche Adolf Hitler. Selon certains rapports, tous ces titres ont été placés dans un pot de chambre, avec l'ordre qu'ils soient renvoyés personnellement au Führer. Un jour après le cessez-le-feu final à l'Ouest, Dietrich et sa famille se rendirent aux Américains en Autriche. En tant que commandant établi de la Leibstandarte, Dietrich fut accusé de plusieurs crimes lors des procès de Nuremberg, y compris le massacre de Malmedy. Initialement condamné à la réclusion à perpétuité, cette peine fut ensuite réduite à 25 ans après le témoignage de ses compagnons officiers. Finalement, il fut un homme libre après avoir purgé 10 ans. Cela ne dura pas longtemps car les autorités allemandes se hâtèrent de l'accuser de manière assez étrange pour son rôle pendant les luttes internes nazies lors de la nuit des longs couteaux. Ayant purgé la majeure partie d'une peine de 19 mois, Dietrich fut finalement libéré le 2 février 1958.
Dietrich resta proche de ces hommes après sa libération et joua un rôle significatif dans la formation de la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS. Malgré ses liens fermes avec ses anciens camarades et sa lutte pour leur cause, Dietrich se tint à l'écart de toute ambition politique d'après-guerre. Sepp Dietrich mourut d'une crise cardiaque à Ludwigsburg, Baden-Württemberg, le 21 avril 1966 à l'âge de 73 ans, et son corps repose toujours dans le cimetière Neuer Friedhof de la ville. Le respect entre ses subordonnés et ses compagnons resta solide jusqu'à la fin, et plus de 6000 personnes assistèrent à ses funérailles. Un autre des généraux les plus importants des Waffen-SS fut Herbert Otto Gill. Lorsque la fin de la guerre était évidente, il se rendit aux troupes américaines pour éviter de se rendre aux soviétiques. Il fut prisonnier des Américains pendant 3 ans, jusqu'à sa libération en mai 1948. Herbert Otto Gill était très apprécié pour ses qualités et ses compétences tactiques. Il commanda les unités des Waffen-SS au niveau du régiment, de la division et du corps avec distinction pendant la guerre. Gill était populaire parmi ses hommes pour son courage personnel et était connu pour la canne qu'il portait habituellement. Après la guerre, il travailla pour un journal jusqu'à 1958. Il possédait également une petite librairie. Gill fut le fondateur d'un magazine pour les vétérans de la division Viking, le Wikingruf. Le 26 décembre 1966, Herbert Otto Gill mourut d'une crise cardiaque à Stemmen, près de Hanovre. Il fut enterré dans le cimetière local de ladite localité. Un autre des généraux les plus importants des Waffen-SS fut Heinz Reinefahrt, qui connut également un destin controversé. Heinz Reinefahrt fut réclamé par la Pologne pour son extradition à la fin de la guerre. Cependant, les autorités britanniques et américaines refusèrent la demande, arguant que Reinefahrt pouvait leur servir de témoin lors des procès de Nuremberg. Après les procès, il fut arrêté et jugé pour crime de guerre dans un tribunal local de Hambourg, mais il fut libéré faute de preuves. En décembre 1951, il fut élu maire de la ville de Westerland à Schleswig, sur l'île de Sylt. En 1962, il fut élu membre de l'Assemblée de Schleswig-Holstein. À la fin de son mandat, en 1967, il poursuivit sa carrière d'avocat. Le gouvernement polonais continua de demander son extradition pendant de nombreuses années, mais elle fut systématiquement refusée par le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest. De plus, le gouvernement lui accorda une pension de général et la reconnaissance de son grade militaire. Il mourut en 1979 dans son manoir à Sylt. Heinrich Müller, le destin mystérieux du chef de la Gestapo. En tant que chef de la police secrète de l'État nazi, Müller exerçait un immense pouvoir et influence au sein de l'appareil de contrôle et de répression du régime. Son ascension dans les rangs du parti nazi et des SS fut rapide et impitoyable, culminant avec sa nomination en tant que chef de la Gestapo en 1939. Dans ce rôle, Müller devint l'un des principaux architectes de l'Holocauste, supervisant la mise en œuvre des politiques nazies et la persécution des Juifs, des dissidents politiques et d'autres ennemis perçus de l'État. L'efficacité et le dévouement de Müller à la cause nazie lui valurent le surnom de Gestapo Müller, pour le distinguer des autres fonctionnaires portant le même nom. Sa participation à la planification et à l'exécution de la solution finale fut étendue, jouant un rôle crucial dans l'organisation de la déportation et de l'extermination massive des Juifs européens. L'approche froide et bureaucratique de Müller envers ses tâches démentait la nature horrible de ses actions alors qu'il mettait méthodiquement en œuvre des politiques qui conduiraient à la mort de millions de personnes. À mesure que les forces alliées s'approchaient de Berlin en avril 1945, les mouvements de Müller devinrent de plus en plus erratiques et difficiles à tracer. La dernière vision confirmée du chef de la Gestapo date du 1er mai 1945 dans le Führerbunker de Hitler, juste un jour après le suicide du dictateur. Depuis ce moment, le destin de Müller est devenu l'un des mystères durables de l'ère post-guerre, générant de nombreuses théories et enquêtes qui se poursuivent encore aujourd'hui. Une théorie répandue suggère que Müller, comme beaucoup de hauts fonctionnaires nazis, se serait suicidé dans les derniers jours de la guerre pour éviter la capture et le procès. Ce scénario est en ligne avec les actions d'autres nazis éminents, comme Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, qui ont choisi le suicide plutôt que la reddition.
Cependant, l'absence de corps ou de toute preuve concrète de la mort de Müller a conduit beaucoup à remettre en question cette théorie. Une autre possibilité qui a gagné en traction au fil des ans est que Müller ait réussi à échapper à l'Allemagne pendant la période chaotique qui a suivi la guerre. Certains rapports suggèrent qu'il aurait pu fuir en Amérique du Sud, rejoignant les rangs d'autres fugitifs nazis qui ont trouvé refuge dans des pays comme l'Argentine et le Brésil. Cette théorie est soutenue par des prétendues visions de Müller dans plusieurs pays d'Amérique du Sud dans les années qui ont suivi la guerre, bien qu'aucune de ces affirmations n'ait été définitivement prouvée. Peut-être la théorie la plus intrigante et controversée sur la disparition de Müller est la suggestion qu'il aurait pu être recruté par des agences de renseignement occidentales ou par l'Union soviétique. Étant donné sa connaissance étendue des opérations nazies et des réseaux de renseignement, Müller aurait été un atout précieux pour tout gouvernement cherchant à gagner un avantage dans la guerre froide naissante. Certains historiens ont spéculé que Müller aurait pu conclure un accord avec la CIA ou d'autres agences occidentales, échangeant son expertise contre une protection et une nouvelle identité. À l'inverse, certains pensent que Müller aurait pu tomber entre les mains des Soviétiques. L'avance rapide de l'armée rouge à Berlin dans les derniers jours de la guerre les a placés en position de capturer de nombreux hauts fonctionnaires nazis. Si Müller a été capturé par les Soviétiques, il est possible qu'il ait été interrogé puis exécuté ou maintenu en secret pour sa valeur en tant qu'informateur. Malgré de nombreuses enquêtes et la déclassification de documents de l'époque de la guerre, le véritable destin de Heinrich Müller reste inconnu. En 2013, un historien allemand a affirmé avoir trouvé des preuves que Müller est mort à Berlin en 1945 et a été enterré dans une fosse commune. Mais cette affirmation a été contestée par d'autres experts. L'absence de preuves concluantes a permis au mystère entourant la disparition de Müller de persister, alimentant les débats et les spéculations en cours. Rudolf Höss, le destin sinistre du commandant d'Auschwitz. Alors que certains dirigeants nazis disparurent dans les ombres de l'histoire, d'autres affrontèrent un jugement qui graverait leur nom dans les annales de l'infamie. Parmi eux, une figure se distinguait comme l'incarnation des horreurs de l'Holocauste, Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz. Son histoire deviendrait un symbole de l'efficacité brutale de la machine d'extermination nazie et de la nature froide et bureaucratique du mal qui définissait le Troisième Reich. Le voyage de Höss vers les ténèbres commença en 1934 lorsqu'il rejoignit les SS, montant rapidement dans les rangs grâce à son dévouement inébranlable à la cause nazie. Le 1er mai 1940, il reçut une nomination qui lierait son nom à jamais à l'une des plus grandes atrocités de l'histoire, commandant d'Auschwitz. Sous la direction méticuleuse de Höss, Auschwitz se transforma d'un petit camp de concentration en un vaste complexe de la mort, englobant 3 principaux camps. Auschwitz I, le centre administratif, Auschwitz II Birkenau, le camp d'extermination, et Auschwitz III Monowitz, un camp de travail. L'efficacité glaçante avec laquelle Höss supervisa le meurtre de millions de personnes témoignait d'un niveau de détachement qui horrifia même les enquêteurs les plus endurcis. Il vivait avec sa femme et ses enfants dans une villa près du camp, créant une juxtaposition surréaliste entre son rôle de père de famille et ses fonctions d'architecte du génocide. La mise en place des chambres à gaz avec du Zyklon B par Höss rendit le processus de meurtre plus rapide, permettant la mort de milliers de personnes en quelques heures. À mesure que la guerre tournait contre l'Allemagne nazie, Höss quitta Auschwitz, assumant une fausse identité et se mêlant au chaos de la défaite. Pendant près d'1 an, il échappa à la capture, travaillant comme journalier sous un faux nom. Cependant, le 11 mars 1946, les troupes britanniques atteignirent finalement le commandant insaisissable près de Flensburg, en Allemagne. La capture de Höss marqua le début d'un nouveau chapitre dans la quête de justice pour les millions de personnes qui périrent sous sa supervision. Pendant son procès, le témoignage de Höss offrit une vision glaçante de l'esprit d'un homme qui avait supervisé des horreurs inimaginables. « J'ai commandé Auschwitz jusqu'au 1er décembre 1943 et j'estime qu'au moins 2 500 000 victimes y ont été exécutées et exterminées par gazage et incinération, et qu'au moins 1 demi-million d'autres ont succombé à la faim et aux maladies, faisant un total d'environ 3 millions de morts, déclara-t-il. Ces mots constituant une admission claire de l'ampleur des atrocités commises sous son commandement.
Le tribunal suprême national de Pologne ne perdit pas de temps pour rendre son verdict. Rudolf Höss fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ses actions étant considérées comme si atroces que seule la peine maximale serait suffisante. La sentence fut la mort par pendaison, un destin qui l'attendait dans le même lieu où il avait orchestré le meurtre de masse à une échelle industrielle. Le 16 avril 1947, Rudolf Höss affronta ses derniers moments dans un endroit trop familier pour lui, Auschwitz. La décision de l'exécuter dans l'ancien camp de la mort portait un symbolisme puissant, une forme de justice poétique pour les innombrables victimes qui y avaient péri sous sa supervision. En se tenant devant la potence, Höss resta stoïque, son comportement rappelant de manière glaçante l'efficacité froide avec laquelle il avait accompli ses devoirs.